Erdogan Khalif, politologue. Monsieur Khalif, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons également avec nous Monsieur Abdelkader Soufi, consultant. Monsieur Abdelkader Soufi, bonsoir. Bonsoir. Et puis Mohamed Achir, consultant également. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, on va commencer par ces informations qui nous sont parvenues depuis peu. L'Iran avait menacé les États-Unis de représailles s'ils intervenaient militairement sur leur sol. Et l'Iran a mis à exécution ces menaces. Oui, c'est une guerre de grande intensité et sans précédent. On observe que c'est une guerre de 5e, 6e génération hybride qui inclut et l'équipement militaire et technologique. Elle est basée sur un renseignement très poussé, renseignement humain, électronique, magnétique, allant jusqu'au satellitaire. Et donc le but de tout ça était prévisible. Auparavant, c'est une stratégie sioniste basée sur l'atténuation, l'affaiblissement, voire l'anéantissement scientifique et politique de l'Iran, le voyant comme une menace par rapport à la stabilité de l'État sioniste, sa propagation. Et donc, c'est une guerre qui a commencé sur le Golfe Persique. Aujourd'hui, s'étend sur le Proche-Orient. L'Algérie avait prédit tout ça par le biais de sa diplomatie lors de la réunion des États arabes le 1er novembre 2022, quand elle a tiré la sonnette d'alarme sur une prochaine crise qui serait géopolitique, à retendance économique, humanitaire, et que le conflit s'étendrait à un conflit régional. Aujourd'hui, on voit l'Amérique, les États-Unis, qui se rallient définitivement. Trump a pris la décision d'être aux côtés des sionistes pour renforcer ses attaques contre l'Iran et donc de donner du poids, même d'ici demain, si négociation il y a, pour l'État sioniste. Alors, Monsieur Soufi, avec ces frappes iraniennes sur la base américaine au Qatar, on arrive au point du non-retour, comme dit dans l'introduction? Oui, en apparence, mais en réalité, non, la donne est complètement différente. Donc, politiquement, je pense que les Iraniens avaient le droit de riposter comme ils l'ont dit, mais cette riposte a été symbolique. On a tiré 6 missiles, c'est l'équivalent des 6 missiles qui se sont abattus sur la principale base nucléaire iranienne. Ensuite, donc, du moment que cette base apparemment a été évacuée, cela pourrait ne pas engager les Américains dans une riposte. Ils accepteront cette riposte à titre symbolique, d'autant plus que moi, par exemple, je pense que Trump ne chercherait pas une guerre, rentrer en guerre dans la région, car cela va à l'encontre des intérêts américains. Lui qui a été poussé jusque-là par un lobby, notamment le lobby sioniste, à aller vers cette frappe. Donc, étant sous cette pression, il a fait cette frappe, donc, et la déclaration d'après a été claire, donc, opération finie, objectif atteint. Maintenant, chacun de son côté va donc définir la règle du jeu. Les Iraniens, bien sûr, ne voulant pas sortir vaincus de cette guerre, donc ils ont décidé de faire la part des choses. Il y a 2 actes, il y a 2 belligérants. Ce qui les oppose aux sionistes ne peut pas être ce qui les a opposés aux Américains, car Donald Trump a toujours attaqué les Iraniens sur ce plan-là, nucléaire notamment, mais c'était juste par rapport à la position du nucléaire et non pas par rapport au changement du régime qui a été une question principale dans l'approche sioniste. D'ailleurs, cette frappe pour les Iraniens, elle est ce qu'elle est, à part qu'elle pourrait poser un problème d'ordre de droit international, car cette base, elle est sur un territoire d'un État souverain. On parlerait, pardon Monsieur Soufi, on parlerait même d'attaques sur des bases américaines en Irak aussi, même si l'information... La question était, bon, selon les informations, c'était 2 bases essentiellement. La base
Hadida, je pense. L'Hadid. Qui est au Qatar. Et elle est symbolique parce qu'elle représente le centre des opérations américaines et c'est la plus importante. Ensuite, Même si, pardon, M. Soufi, les Américains avaient déclaré qu'ils avaient évacué cette... Absolument, c'est ce que j'ai dit au départ. Ouais. C'est parce que les Américains ont dit que donc ils attendaient à ce qu'il y ait des frappes contre les bases et ils les ont évacuées, notamment la base de Ain Al-Assad en Irak aussi. Donc elle serait elle aussi donc elle aurait fait l'objet d'une attaque. Maintenant, le plus important c'est l'après-guerre, car maintenant, pour les Iraniens, c'est de finir en position de force, notamment par rapport à l'entité sioniste, et c'est pourquoi ils n'arrêtent pas leur frappe jusqu'à ce qu'eux, ils décident que l'objectif est atteint. Ensuite, il y a bien sûr la table des négociations autour du nucléaire. D'ailleurs, nous avons vu le ministre des Affaires étrangères iranien qui a fait une valse diplomatique, notamment avec les partenaires de l'Iran, pour voir quelle serait l'attitude à prendre, notamment en matière de position plus diplomatique qu'autre, parce que je ne vois pas comment d'autres partenaires pourraient se mêler de cette question, car cela va entraîner un chaos. Oui, alors avant cela, on va essayer, messieurs, si vous permettez, de décortiquer un peu cette escalade, hein, puisque tout a commencé avec ces attaques des forces sionistes sur l'Iran. Alors, Monsieur Hachir, quels sont les objectifs affichés et sous-jacents de cette agression israélienne? On parle certes de la menace nucléaire, mais il y a forcément des choses qu'on nous cache. Tout à fait. D'abord, il y a des objectifs personnel du criminel Netanyahou, qui veut sortir un peu de la pression exercée d'abord par les Israéliens et par la communauté internationale, parce qu'il y a un mandat d'arrêt international à son encontre. Il y a aussi un peu, c'est-à-dire ces crimes de guerre qui voulaient, en quelque sorte, ils voulaient créer une diversion totale, en créant un chaos au niveau du Moyen-Orient, de façon après à généraliser ce chaos et faire oublier à la communauté internationale et à l'opinion internationale le massacre perpétré au niveau de Gaza. Donc ça, c'est un objectif déjà de Netanyahou. Deuxième objectif, bien entendu, c'est la poursuite de sa politique. Et bien sûr, c'est une politique qui est en quelque sorte appuyée par les États-Unis d'Amérique. En l'occurrence, Trump a gardé toujours cette entité sioniste comme la première puissance hégémonique au niveau de toute la région du Moyen-Orient et l'utiliser comme son proxy de préférence en quelque sorte, pour surveiller toute cette région et bien sûr pour garder les intérêts d'abord de l'entité sioniste, mais aussi des intérêts américains. Donc il y a toute une guerre, parce que cette guerre, ça se passe au niveau du Moyen-Orient. Quand on parle du Moyen-Orient, c'est un espace géopolitique très sensible et très stratégique aussi. Donc le contrôle du Moyen-Orient a été toujours, c'est-à-dire un enjeu capital de la part de toutes les puissances classiques ou les puissances émergentes. Donc il y a toujours cette guerre, que ce soit une guerre silencieuse, et maintenant on passe à une guerre à feu carrément, c'est-à-dire elle est déclarée cette guerre. Donc les enjeux, ils sont multiples. Donc il y a toujours aussi le plan du Grand Moyen-Orient qui est toujours en vigueur. Donc il faut le concrétiser selon leur messianisme, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ce messianisme aussi qui anime, que ce soit le criminel Netanyahou ou même le président Trump. Donc ils veulent remodeler un peu le Moyen-Orient, c'est le remodelage du Moyen-Orient, donner une nouvelle carte géopolitique et géoéconomique à toute cette partie du Moyen-Orient et peut-être même l'Afrique du Nord. Donc c'est un vieux plan, le Grand Moyen-Orient. Et à partir de là, donc, il y a des plans qui s'exécutent par étapes. Et il y a aussi fondamentalement, c'est-à-dire le refus de ces puissances hégémoniques, notamment les États-Unis d'Amérique et l'entité sioniste, de ne pas se laisser déclasser
dans la décision mondiale, et surtout les États-Unis. Ouais. Donc il ne veut pas être déclassé. Et pour ne pas se déclasser en termes de puissance, donc il faut garder toujours le contrôle de cet espace géopolitique important qui est le Moyen-Orient. Très bien. Alors, vous faites bien de parler d'étapes, puisque on a parlé de tensions latentes. Elles étaient là depuis des années. On connaît tous la volonté de l'entité sioniste de frapper un jour l'Iran. Est-ce que cette agression était prévisible selon vous? Est-ce que les frappes sur Gaza, sur la Syrie, sur le Liban n'étaient pas une préparation justement de cette agression sur l'Iran? Ils avaient des objectifs dans un calendrier par rapport à la feuille de route sioniste, et en plus c'était des ballons tests pour voir la réponse le comportement du régime iranien par rapport à Hezbollah, par rapport à plusieurs cibles atteintes en Syrie, au Liban, à Gaza bien sûr, là c'était flagrant, et donc pousser l'Iran à riposter pour l'affaiblir d'une manière balistique, pour jouer le rôle de la victime de la part de l'État sioniste et Netanyahou, parce que des cibles civiles étaient atteintes en Israël par un dommage collatéral, et donc aussi de voir le comportement des pays alliés par rapport à l'Iran, la Russie, la Chine, le Pakistan, aussi la Corée du Nord. Et donc, aujourd'hui, les États-Unis s'allient avec l'État sioniste. Les États-Unis nourrissent le projet MAGA, le Dark MAGA, Make America Great Again. Et donc, là, et après, venir comme sauveur et négociateur par la voie diplomatique pour apaiser. Mais tout le but, c'était de ralentir, affaiblir l'Iran, donner un message fort à tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne ou oseraient d'une manière ou d'une autre de s'attaquer au régime sioniste, et de redistribuer la carte géopolitique, géographique, redimensionner la géographie, donner plus de puissance à des pays qui ont des relations avec l'État sioniste et qui sont implantés dans le Proche-Orient, et donc creuser encore plus le fossé entre les États arabes qui déjà peinent à prendre une décision commune ou à faire des déclarations ouvertes sur ce conflit, cette guerre, ou d'essayer d'apporter une solution diplomatique. Alors, on va parler des répercussions de cette agression sioniste sur l'Iran. Quelles sont ces conséquences immédiates et à long terme sur l'Iran, sur le plan militaire, sur le plan économique et même sur le plan social, Monsieur Soufi? Je pense qu'à terme déjà, les Iraniens donc auront, je pense, beaucoup de pertes. Mais cela ne veut pas dire que l'entité sioniste est épargnée par ces pertes. Cependant, donc la reconfiguration aujourd'hui de la région est importante pour tous, notamment pour les Iraniens. C'est pourquoi, pour eux, cette guerre, elle est existentielle. Politiquement, il faudrait qu'ils gagnent. Sur un plan d'équilibre, même si on dit que l'entité sioniste a toujours été présentée comme une suprématie dans la région et qu'elle était la force invincible, si on voit de ce point-là, c'est que tout résultat positif pour les Iraniens est une victoire politique. Maintenant, il faut se dire que l'entité sioniste a la double vocation. A la vocation de sa création d'État en tant que plateforme avancée pour l'Occident, notamment pour les Américains, pour avoir un contrôle total sur la région, et qu'en aucun cas on ne voudrait perdre cette entité. Et c'est pourquoi, à un moment ou à un autre, l'Occident, l'OTAN intervient. Oui. La deuxième vocation, c'est qu'on oublie que cette création, elle est d'ordre religieux. Et cet ordre religieux diffère totalement de sa création en tant que sous forme d'État. Oui. Parce que cette entité religieuse cherche ce qu'ils appellent l'Armageddon, c'est-à-dire le retour du Messie. Et par conséquent, ils ont besoin d'une guerre globale, totale, pour détruire tout, pour reconstruire. Et ça,
C'est le principal, j'allais dire, la principale opposition aujourd'hui, même par rapport à l'Iran, qui a aussi un projet régional, mais aussi sur un fond religieux. Et par conséquent, nous sommes devant deux dogmes qui s'opposent. Une confrontation qui risque d'embraser toute la région si on va de ce point-là. C'est pourquoi je pense que la sagesse internationale de certains acteurs internationaux qui ne veulent pas s'immiscer dans cette guerre penserait à comment remodeler, mais d'une façon et à équilibrer donc, et permettre justement même à l'Iran de revenir sur la scène internationale en tant qu'acteur régional et avec donc moindre perte, peut-être un soutien ou une nouvelle alliance avec les Américains, car les Américains ne veulent pas que le régime change. Mais ils pourront faire des même affaires si Trump a fait une déclaration dans ce sens aujourd'hui. Écoutez, Trump, il évolue en fonction de la situation. Et donc les États-Unis d'Amérique, ils ont une vision globale. Et la vision globale, ce sont les équilibres entre les puissances. Ils ne permettront jamais, moi je le dirais, à un acteur d'avoir une suprématie au point où il devient une menace pour les intérêts américains dans la région. Très bien. Sur le plan économique, Mohamed Achir, on mise aussi sur l'affaiblissement économique de l'Iran, sachant que c'est un pays qui est sous le coup des sanctions depuis très longtemps. Oui, bon, économiquement, l'Iran ne constitue pas une menace à l'égard que ce soit Non, si l'Iran peut tenir justement le coup sur le plan économique, c'est ce que je voulais dire. Ah d'accord, oui. En tout cas, une telle agression ne fera qu'aggraver sa situation déjà qui est fragile. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran a subi quand même un embargo durant plusieurs décennies. Et là, ça a pénalisé un peu le niveau de croissance, le niveau de vie des Iraniens, et puis l'interdiction d'accès surtout à des technologies, à plusieurs produits. Donc toutes ces sanctions-là ont fait que, c'est vrai, on peut dire qu'il y a une conséquence positive. L'Iran s'est développé dans une autarcie, donc elle a su autonomiser un certain nombre de secteurs. Mais tout de même, une économie autarcique n'a pas toutes ses chances pour se développer et émerger. Donc ces sanctions-là n'ont fait en réalité que retarder l'émergence de l'économie iranienne. Et aujourd'hui, maintenant, bien sûr, avec ces frappes, parce qu'il y a le coût de la guerre. Le coût de la guerre était très très important. Et plus l'embargo sur l'exportation de son gaz, de son pétrole, etc. Donc avec une population très importante de 90 millions d'habitants. Donc je pense que c'était un coup assez dur pour l'économie iranienne et pour aussi la situation socio-économique des Iraniens, parce qu'il ne faut pas oublier l'inflation, le chômage, etc. Donc voilà, je pense que ça va l'affaiblir davantage malheureusement, mais aussi il y a des risques aussi majeurs qui peuvent toucher non seulement la région moyen-orientale, mais toute l'économie mondiale, parce que on va y arriver. Une guerre qui sera déclenchée, qui sera généralisée au Moyen-Orient, donc aura des conséquences dramatiques sur l'économie mondiale. Et d'ailleurs, c'est une économie qui est morose actuellement en termes de taux de croissance. Et on a même observé un peu la fluctuation des prix du pétrole, malgré donc toute c'est-à-dire cette guerre, mais les marchés pétroliers restent toujours, c'est-à-dire prudents. La menace de l'Iran de fermer le détroit de... Voilà, ça c'est la menace, oui. Une fois, si le détroit d'Ormuz sera fermé par l'Iran, donc cela provoquerait certainement une augmentation très très importante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 20% du pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz. Il y a aussi 30%. On va vous donner la oublie qu'il y a 30% du GNL, notamment qatari, qui transite par le 30% du GNL mondial. Parce que le Qatar, c'est le deuxième ou le premier producteur mondial, après les États-Unis d'Amérique, je pense. Donc 30% du GNL, c'est très important. Et en plus de ça, après, il y a aussi d'autres produits qui transitent par cette région. Donc c'est une région
commerciale, non seulement sur le plan énergétique. C'est tout le commerce international, qui va être impacté. Surtout avec la hausse des assurances. Parce oui, Moi, je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à fermer le détroit des Iraniens, pour la plus simple des raisons, c'est que eux-mêmes, ils sont partenaires de la Chine. Justement, ils sont tributaires de cela. D'ailleurs, ils ont développé une autre approche en matière d'approvision mondiale de pétrole et de gaz, avec ce qu'on appelle les bateaux fantômes. Et ces bateaux fantômes, donc, qui sont maintenant au nombre de centaines de bateaux qui vont prendre et qui sont la principale débouchée iranienne en matière de ressources financières. Et c'est pourquoi je pense que les Iraniens n'iront pas jusqu'à fermer Hormuz, mais ça reste une arme économique. On peut jurer de rien, monsieur Soufi, parce que jusqu'à présent, ils ont mis à exécution toutes leurs menaces. Ils avaient menacé les États-Unis de s'en prendre à leur base, mais ils l'ont fait alors que certains pensaient que c'était du bluff. Ils ont voté cette fermeture au niveau de l'Assemblée. Mais la décision, elle reste. Voilà. Alors, parce que les gars, il y a aussi des enjeux. Il ne faut pas oublier que le premier client du gaz, c'est la Chine. Qatari, même du pétrole et gaz iranien, c'est la Chine. Donc aussi, il y a un peu ces équilibres. On ne peut pas se mettre de la Chine sur leur dos. Mais le risque le plus important réside en quelque sorte dans l'exploitation du gisement Northfield, qui est, c'est-à-dire en quelque sorte, c'est un grand gisement, c'est le premier gisement du gaz mondial. Et tout le gaz liquéfié, le GNL qatari, même iranien, vient de North Dome, nord et sud. Et là, donc, si il y a un conflit qui se généralise, alors le premier gisement mondial du gaz qui va être éventuellement perturbé. Donc cela, ça va créer un déséquilibre conséquent pour le marché mondial. Même si, M. Achir, les guerres ont une autre logique qu'on ne comprend pas forcément. Alors les guerres, c'est aussi malheureusement un impact humanitaire. Quel est l'impact de cette agression israélienne sur les populations civiles iraniennes pour l'instant iranienne et dans la région. Bon, pour la société iranienne, on a deux scénarios. C'est où ils poussent la population iranienne à renverser le régime en place, et sachant que le régime est bien composé, bien soudé. Ou sinon, on retrouvera sur un deuxième scénario qui est l'endoctrinement. Même si vous permettez, moi j'aime pas trop ce mot régime, parce que tous ceux qui n'adhèrent pas à leur vision deviennent régime, alors que c'est le pouvoir iranien, c'est aux Iraniens de choisir. C'est le terme qu'utilisent ces grandes puissances coloniales auparavant concernant les pouvoirs qui n'arrangent pas leurs affaires, qui ne collaborent pas à leur stratégie dans la région. Et comme ils nomment groupes terroristes tous ceux qui cherchent à la liberté de leur territoire et de leur peuple. Et donc, nous avons un deuxième scénario, c'est où la population iranienne va se souder encore plus et soutenir ses dirigeants dans cette phase, parce qu'il s'agit de souveraineté et de doctrine religieuse, comme l'a souligné M. Soufi, parce que tout le but de cette crise, au fond, c'est la guerre des croisades sous une autre forme, d'où on voit aujourd'hui la stratégie psychologique qui entre et qui est mise en avant par rapport pour véhiculer cette guerre. On voit l'utilisation des réseaux sociaux, des médias, on voit l'orientation, la désorientation, la désinformation. C'est à peu près le même scénario, mais à plus grande échelle que ce qui s'est passé en Syrie, en Irak. Et donc le but, c'est aujourd'hui de déstabiliser le Proche-Orient, de désunifier les États arabes, et de mobiliser l'opinion internationale concernant ces pays à tendance islamiste, arabe, que c'est des terroristes, qu'ils
et qu'ils vont pour acquérir toutes ces armes à caractère technologique, dont le nucléaire, pour refaire les croisades islamiques à travers le monde. Et donc, c'est là que doivent intervenir tous les pays arabes par voie diplomatique, en unifiant leur solidarité déjà dans un premier lieu, et faire face je dirais, à cette transformation qui n'aura pas de bons résultats et pour le Proche-Orient, et pour l'Afrique, et pour le monde. Pourtant, l'exemple irakien, M. Khalif, n'est pas aussi loin que ça. On n'a jamais trouvé d'armes de destruction massive en Irak, et pourtant, l'histoire se répète. L'impact sur justement l'entité sioniste, c'est la première fois que l'entité reçoit des coups aussi durs. Elle est préparée pour ce genre de frappe iranienne? Définitivement, elle n'aura plus jamais ce statut qu'elle avait eu auparavant. Ouais. Cela veut dire que l'entité sioniste... C'est un mythe qui s'écoule. Comme disait Victor Hugo, je l'ai dit ça fait pas longtemps, c'est quand on démasque le singe qui s'est vêtu de la peau du tigre, et il le démasque, ce n'est qu'un singe. En définitive, maintenant, ce n'est pas cette force et cette puissance que tout le monde créait dans la région. Ça, c'est sûr. Ensuite, la reconstruction, si construction ne va pas être facile, ni dans 5-10 ans. Ensuite, donc, le problème aujourd'hui qui se pose dans cette région, c'est la dislocation de la société arabe. C'est parce que les États arabes aujourd'hui ne convergent plus depuis un moment. Il y a une divergence qui est claire et qui est visible, et qu'à chaque fois qu'il y a eu malheureusement un impact dans cette région du Moyen-Orient, dans la région du MENA, nous avons vu qu'il y avait une discorde et qu'il y avait des positions différentes. Le plus important, moi je dirais aujourd'hui, c'est qu'on devrait tirer conséquences et on devrait tirer des enseignements de ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, parce que le nouvel ordre mondial tel qu'il se reconfigure, nous avons vu une posture impériale des grandes puissances qui ont outrepassé le droit international et qui sont en train de dicter la conduite à tenir à tout le monde, vaille que vaille. Le plus important, c'est que leur parole soit au-dessus de tout. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu dans cet épisode de guerre contre l'Iran. Maintenant, le problème est vraiment posé, et la question, elle ne peut être résolue parce qu'il est facile de dire que oui, il faut se rassembler. Non, mais il faut être aujourd'hui réaliste, et il faut être aussi pragmatique et penser donc l'avenir de demain. Si on n'est pas capable de le faire collégialement dans un contexte traditionnel, il faut le faire collégialement dans un nouvel contexte. J'allais arriver à la position de la communauté internationale et des pays arabes plus particulièrement, mais vous me devancez par rapport à ce sujet, Monsieur Soufi. Mohamed Achir, après le génocide à Gaza, cette agression iranienne, est-ce que le droit international est, pour une fois pour toutes, remis en cause? Oui, on n'est plus dans le droit international. On est dans le droit international du plus fort. C'est carrément la force brute. Tous les organes des Nations Unies, pratiquement issus, même les organes de coopération internationale issus après la Deuxième Guerre mondiale, sont pratiquement inopérants aujourd'hui et inefficaces, disqualifiés. Normalement, bombarder disons qu'il y a c'est-à-dire un enrichissement qui dépasse les normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais il fallait demander un mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi comme ça cette décision unilatérale de la part des États-Unis d'Amérique et de l'entité sioniste de bombarder sans mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies? Donc là, ça montre que les Nations Unies n'existent plus, la société des Pire nations encore, n'existe plus.
Mohamed Achir, pire encore, puisque cette agression intervient au moment où il y avait des négociations justement sur le nucléaire iranien. Tout à fait, c'est-à-dire même sur le plan de l'éthique, des relations internationales, on ne fait plus confiance aux promesses ou même aux déclarations des officiels. Qu'un président d'un pays, quand il parle, c'est de l'officiel, et quand il donne sa promesse, normalement, c'est de l'officiel. Et puis, on fait quand même dans la ruse politique internationale. Et tout ça, donc, montre qu'aujourd'hui, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Donc, c'est la force brute, c'est carrément... donc, on a vu, même sur Gaza, par exemple. Et puis... le criminel Netanyahou, il y a un monde international contre lui, mais il a été reçu par plusieurs chefs d'État. Donc vous voyez un peu la situation dans laquelle se retrouve le monde, et ça c'est extrêmement dangereux, parce que ça peut ouvrir justement les voies d'une guerre généralisée et d'une situation de non-retour. Et déjà on est en pleine, c'est-à-dire en plein commencement d'une dérive fasciste internationale. Je dis bien une dérive fasciste internationale. Parce que même les ressentiments de la part des pays dominés, actuellement agressés, de la part surtout des pays spoliés, et il y a un ressentiment des peuples, il y a aussi tout ce cumul qui deviendrait certainement une grande poudrière qui pourrait s'exploser à tout moment. Très bien. Alors, la position de la communauté internationale a commencé par les grandes puissances, et, à part les États-Unis, qui a choisi son camp et qui est clair dans son choix. La Russie, la Chine, l'Union européenne. La Russie, la Chine, le Pakistan sont contre l'injustice dans un cadre où le droit international est bafoué. On est devant un droit international à la carte. Deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, où ces règles, ces institutions ne sont plus viables, ne sont plus fiables, ne sont plus protectrices des lois, et on voit l'absence, la disparition des ONG, des organisations non gouvernementales qui nous prêchaient le droit des enfants, les droits humanitaires, les droits de la femme, de la famille, de la famine. Et c'était finalement que des questions qui concernaient des États et des pouvoirs qui n'arrangeaient pas les feuilles de route et les stratégies des ateliers de réflexion des renseignements mixtes, Mossad et compagnie, visant des pays tels que l'Algérie ou l'Afrique. Et donc, aller vers cette décomposition, déconstruction d'un tissu arabe qui commençait un peu à se tisser et régler ses différends, c'est, je pense, l'objectif primordial dans une action, on va dire, multi-cible, où l'acteur principal qui a joué ce rôle, c'est l'État sioniste, d'une part pour protéger ses intérêts, avoir plus de surface, de superficie et de mainmise dans le Golfe Persique et le Proche-Orient, et de réaliser le grand projet de la Grande Israël qui s'étend jusqu'aux pays voisins, mais des États comme l'Algérie ou des États autres, auparavant la Syrie, l'Irak, le Yémen, qui cause aussi un grand problème par rapport à leur expansion et qui est cible sioniste et américaine en même temps, cause problème. Donc c'est l'heure aujourd'hui d'avoir un éveil et une conscience et de s'unifier et de rectifier beaucoup de mauvaises décisions par rapport à beaucoup d'États. Alors, Monsieur Soufi, justement, les États-Unis sont clairs dans leur stratégie, dans leur choix. Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre un peu plus des autres puissances, de la Russie, de la Chine, à part ces réactions justement de dénonciation? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin pour soutenir des pays alliés comme l'Iran, qui est allié de la Russie et de la Chine? Vous savez, nous sommes dans une configuration, comme nous l'appelons, science politique, dans le chaos mûr et contrôlé. Et avec une superposition de puissances. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, en tant que puissance hégémonique qui entend jouer son rôle pleinement et garder cette hégémonie mondiale. Donc cette guerre que nous voyons aujourd'hui au Moyen-Orient
n'est qu'une case parmi tant d'autres où se joue l'avenir de l'ordre mondial et celui de demain. Et celui qui contrôle ce qu'on appelle le croissant fertile, ou aujourd'hui qui est le croissant des crises, contrôlera le monde. Et c'est pourquoi nous avons vu que les Américains, avec bien sûr l'Occident, qui pousserait même les acteurs de l'Union européenne individuellement, à jouer ce rôle de pression sur ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient, afin qu'on assoie définitivement un nouvel ordre mondial, combien même il serait composé de groupes, mais où les États-Unis d'Amérique garderont l'hégémonie et donc se resteront l'arbitre et le référent, tel qu'il a été dit par Brzezinski et le gendarme et autres. Ben c'est ça. Ouais. Être l'arbitre et le référent, ça veut dire qu'à chaque conflit, c'est à eux de dire qui a tort et qui a raison. Ouais. Ensuite, donc, maintenant, c'est vrai que ce chaos, on profite à l'entité sioniste qui voulait, à travers ses criminels, donc éviter justement les poursuites immédiates, à élargir la surface du conflit pour que ce chaos soit plus important et échapper éventuellement donc aux conséquences judiciaires internes, car ils auront réalisé pour eux un exploit, et pour cet exploit, ils étaient obligés d'outrepasser les droits internes de leur propre organisation d'État terroriste, parce que moi je le considère comme ça. Les autres puissances donc régionales et internationales pourront composer avec le nouvel ordre mondial. Nous savons que les BRICS, déjà aujourd'hui, sont divisés. L'Inde, qui fait partie des BRICS, a une position plutôt différente. Il y en a d'autres, les nouveaux acteurs. Donc, entre position politique et position économique, ce sont deux choses différentes. C'est pourquoi je dis que il est très difficile pour les uns et les autres. Je parle de ceux qui pourront s'opposer à cet état de fait qui leur est imposé de se repositionner. Et donc, je dirais que peut-être pour les Chinois, pour les Russes ou autres, essaieront de trouver surtout une position d'influence plus économique que militaire, car la confrontation militaire ne fait l'affaire de personne. Alors, lorsque j'entends parler du nouvel ordre mondial, il va falloir repenser même ces instruments, hein, puisque l'ONU ne joue pratiquement plus aucun rôle, y compris le Conseil de sécurité. Oui, pratiquement, il est inopérant. Ouais. Déjà, il est bloqué par son système de fonctionnement. Système de le droit de veto. Oui, le droit de veto. Donc, et puis, on a vu maintenant, depuis plusieurs années maintenant, hein, c'est-à-dire ce Conseil de sécurité est réduit à une chambre d'enregistrement. Donc, il n'a plus l'influence sur la décision politique et même économique mondiale. Donc maintenant, il y a une déflagration. On est dans une situation de déflagration économique et politique. Il a une influence négative du moment qu'il ne peut plus produire donc des résolutions. Oui, tout à fait. C'est-à-dire il ne peut plus faire sa mission de médiation et d'anticipation et surtout de résolution des conflits. Donc, et cette déflagration aujourd'hui, parce que même sur le plan économique, il y a un volet très important. Hein, et on remet en cause aujourd'hui la mondialisation. Mais c'était les instigateurs de cette mondialisation, ceux qui ont tiré plus profit de cette mondialisation, qui la remettent en cause aujourd'hui. Qui la remettent en cause, parce que la même chose. Ils considèrent que l'ONU est une invention de l'Occident et pourtant c'est lui qui la piétine en premier. Effectivement. Donc à un certain niveau, justement, cet Occident, hein, à un certain niveau aujourd'hui, il veut remettre tout en cause, c'est-à-dire et créer un chaos créateur. En tout cas, c'est même dans leur doctrine, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la destruction créatrice. Une destruction créatrice, c'est-à-dire à partir d'un chaos, on peut
c'est-à-dire faire émerger un autre système plus efficace, plus innovant. Donc, ce qu'il croit, c'est une théorie, en tout cas, même appliquée dans l'économie. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que il y a des contradictions aussi, même dans ce monde occidental. Comme il y a des contradictions, effectivement, dans ce qu'on appelle communément le Sud global. Donc, le monde, il est en déflagration, sur le plan économique et sur le plan politique. Mais le plus dangereux encore, c'est la montée des fascismes dans plusieurs pays, y compris occidentaux européens. C'est des fascismes qui arrivent aujourd'hui au pouvoir. Donc si on fait un peu une rétrospective historique par rapport à la période entre Première et Deuxième Guerre mondiale, c'était la montée des fascismes au pouvoir qui a conduit justement le monde à une guerre, surtout la Deuxième Guerre mondiale, qui a coûté plus de 50 millions de personnes. Vous voyez un peu le risque aujourd'hui, donc tous ces ressentiments, toutes ces crises économiques, et l'absence de cette coopération internationale. Parce que pourquoi les institutions ont été créées? C'est pour justement donner au fonctionnement international des institutions de coopération, pour renforcer la coopération. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a remise en cause des chaînes de valeur mondiales, donc c'est le raccourcissement des chaînes de valeur, c'est la déflagration des chaînes de valeur. Sur le plan politique, c'est la remise en cause de toutes les institutions issus de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on voit aussi l'Europe qui est pratiquement effacée. Effacée dans l'échiquier politique international aujourd'hui. Donc, et puis quand on parle des puissances émergentes, comme la Chine, la Russie, etc. Donc il ne faut pas oublier une chose, que nous sommes dans un monde dominé par l'école réaliste des relations internationales. C'est le réalisme, c'est le pragmatisme. Donc il y a des négociations bilatérales. Donc chacun essaie de contrôler son propre territoire et défendre ses propres intérêts. Donc réellement, on n'est plus dans une vision commune de défense, d'un idéal, etc. Donc toutes les puissances défendent leurs propres intérêts. Alors on parle même d'une faillite morale de l'Occident. Les opinions publiques, M. Khelif, est-ce qu'elles peuvent justement avoir un impact sur ce qui se passe aujourd'hui? On voit des marches un peu partout dans le monde de soutien aux Palestiniens, de dénonciation du génocide à Gaza, et même des marches aux États-Unis pour dénoncer cette guerre. Ils ne veulent pas d'une guerre contre l'Iran. Est-ce que ces opinions publiques peuvent avoir justement un impact sur ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que c'est l'opinion publique mondiale répartie à travers tous les continents qui va faire un renversement de vapeur à l'avenir, parce qu'aujourd'hui toutes les sociétés veulent vivre en paix. Nous sommes devant une mutation multigénérationnelle partout dans le monde, qui s'éloigne beaucoup plus de ces chocs frontaux, directs, qui coûtent la vie humaine et causent un déséquilibre social allant jusqu'à la famine, la déportation. On voit le problème des haragas dans tous les sens, qui touchent tous les pays. Et donc ces sociétés appellent à un développement local de ces émigrés dans leur pays et demandent la non-ingérence à leur pouvoir dans ces pays et de s'occuper surtout des sociétés internes. Et même on a vu, comme l'a souligné notre confrère, que le fascisme, en quelque part, avec la montée de l'extrême droite, qu'est-ce qui a poussé l'extrême droite à gouverner? Ça a commencé dans les pays scandinaves et ça s'est élargi à l'Europe. C'est une sorte de réclamation des peuples de ces pays après le Covid, en post-Covid, surtout en Italie, tout ce qui s'est passé, que leurs États arrêtent de s'ingérer dans d'autres régions et de s'occuper de leur population interne et permettre une évolution. Mais quelque part, la montée au pouvoir de ces tendances a dégénéré vers d'autres conflits. Surtout que, M. Khelif, le coût de ces guerres, c'est surtout les peuples qui en payent le prix, avec beaucoup de restrictions budgétaires, avec beaucoup d'efforts qui est demandé aux citoyens, notamment européens, qui se plaignent toujours de guerres, de payer des guerres qu'il n'a pas choisi lui-même. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission.
les enjeux de propagande, d'information, comme le disait M. Khalif. C'est important aussi de gagner cette guerre sur le plan psychologique, M. Soufi. Absolument, je pense que M. Khalil et M. Achir donc, vont être de pair avec moi quand nous disons qu'aujourd'hui, la guerre des opinions, c'est la nouvelle guerre, donc c'est la guerre de 5e, 6e génération, et c'est la plus importante car à travers elle qu'on peut coloniser les esprits, les orienter, les endoctriner et réussir donc à avoir ce qu'on appelle les armes humaines. L'opinion publique à elle seule ne peut rien faire, mais elle peut faire un éveil de conscience, elle peut faire donc la pression à travers les crises, si crises il y en a dans les pays, mais surtout elles peuvent déclencher même des guerres, des implosions internes contre les pouvoirs en place. Nous avons vu récemment comment l'opinion publique internationale s'est manifestée au profit de Gaza à travers le monde. Nous avons vu aussi aujourd'hui donc des pancartes et des banderoles pro-iraniennes aux États-Unis même, donc pour dire que cette division qui est là est un autre moyen d'équilibre éventuellement qui pour nous, donc on le voit comme étant une lueur d'espoir dans un demain où le monde est vraiment chaotique. Très bien, alors vous faites bien de parler d'espoir. Je vais vous donner le dernier mot, Mohamed Achir, très rapidement. Est-ce qu'il y a quand même une chance de désescalade? Est-ce qu'on peut revenir à la raison, comme l'a toujours souhaité l'Algérie à travers ses interventions, aussi bien du ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, ou de M. Benjamin au sein du Conseil de sécurité? Est-ce qu'il y a une chance que la diplomatie reprenne? Oui, il y a toujours une chance à la diplomatie et à la politique. Parce que il faut éviter un déclassement violent. Dans l'intérêt de tous. Les Occidentaux, mais quand je dis des Occidentaux, c'est pas l'Occident en général. Hein, parce que même dans l'Occident, il y a des oppositions à cette hégémonie. Il y a encore des pouvoirs, certains pouvoirs notamment le sionisme, etc. Donc aujourd'hui, il y a aussi une chance de la montée d'une société civile internationale. On l'a vu, cette mobilisation des étudiants dans les pays occidentaux pour soutenir Gaza. Et même, il y a eu des sondages qui ont été faits aux États-Unis d'Amérique, en Europe. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à la question de justice internationale. Ouais. Donc ça, c'est aussi une lueur d'espoir. Donc il y a quand même une chance d'une société civile internationale. Mais toujours est-il, et je termine par ça, que tous les pays doivent construire leur capacité de résilience, et l'Algérie, justement, doit construire sa capacité de résilience et surtout renforcer son front interne. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mohamed Achir, vous êtes consultant, Redouane Khalif, politologue, merci d'être venu ce soir, et puis Monsieur Abdelkader Soufi, vous êtes également consultant, merci à tous pour toutes ces informations et tous ces éclaircissements, merci à vous de nous avoir suivis, excellente soirée, salam.